Go Matt. Ouais, moi je suis très bien. On est prêt. Alors, je fais juste un petit clap. On est prêt, Et ensuite, big time. On est prêt, big time. Alors, 3, 2, 1. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui regarde les marques droit dans les yeux et qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marlène Schiappa. Alors c'est pas tous les jours que je reçois des invités qui ont fait de la politique, alors j'ai quand même reçu Jean-Michel Apathy qui fait du journalisme politique, mais est-ce que c'est vraiment de la politique? On sait pas, c'est du journalisme politique. Bref, Marlène Schiappa, vous êtes la première. Marlène Schiappa, vous avez été secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, puis ministre déléguée chargée de la citoyenneté en France. Aujourd'hui, vous êtes associée chez Tilder, un gros cabinet de conseil en communication, et vous travaillez notamment sur des sujets liés à l'égalité, la citoyenneté et les politiques publiques. Marlène, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette introduction, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est très bien, ça m'évite de me définir moi-même et de faire avant de donner mon âge et mon lieu de naissance. Et si vous avez dit « décrivez-vous », sans parler de votre métier. Non, mais je trouve que c'est la question la plus difficile. Qui êtes-vous, en fait ? C'est une question hyper philosophique. Qui es-tu ? Est-ce que je dois dire que je suis féministe ? Je n'ai pas toujours été féministe. Est-ce que je le serai toujours ? Je ne sais pas. J'ai 2 enfants. Est-ce que je suis définie par le fait que je suis une maman, mère ? Une mère, avec 3 E accent aigu. Non, accent grave d'ailleurs, je suis fatiguée. Par mon job, par le fait que j'ai eu des responsabilités politiques, par le fait que j'écrive des livres. En fait, les gens me définissent de l'extérieur et c'est ça un petit peu le biais de la notoriété, c'est que en fait, vous n'avez jamais la chance de faire une première impression. Tous les gens que vous rencontrez, dites-vous, vous avez un mec, vous rencontrez ses parents, vous rencontrez ses amis, ses enfants, vous rencontrez un potentiel employeur. Quand vous arrivez, il a déjà un avis sur vous. Il vous adore, il vous trouve hyper courageuse, ou au contraire, il vous a vu à la télé, il vous foutrait des baffes. Il déteste un truc que vous avez dit mais qu'en fait vous n'avez pas dit, mais il y a eu un montage, il pense que vous l'avez dit. Vous n'avez jamais la possibilité de faire vraiment une nouvelle impression à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit au faux pas ? On n'a évidemment pas le droit au faux pas, ce qui est pas très, ce que je peux comprendre. Ce qui est plus difficile, c'est quand on vous prête des faux pas que vous n'avez pas fait, ce qui arrive tout le temps, qu'on vous donne des fausses citations, qu'on vous accuse de fausses choses, qu'on vous met en balance pour des choses qui sont pas vos points de vue, mais ceux de votre entourage, ou qu'on vous prête des avis parce qu'on aime vous mettre dans des cases et en disant elle est féministe, macroniste, elle a été ministre, donc elle est forcément comme ça, avec la panoplie qui va avec. Et est-ce que vous êtes féministe, macroniste ? Ouais, absolument. Tout ce qui va avec ? Qu'est-ce qui va avec ? Je sais pas. Il faut définir féministe, il faut définir macroniste. Alors, est-ce qu'on peut définir féministe ? Est-ce que c'est pas juste le fait d'être une femme ? Parce que vous disiez, j'ai pas toujours été féministe, mais en fait... Non, j'ai pas toujours été militante, mais j'ai commencé quand même jeune, quand j'ai commencé à prendre conscience que c'était pas normal que les cousines fassent le repas pendant que les cousins faisaient des cabanes. Et ensuite, quand je devais expliquer à mon père que c'était pas pareil pour un homme de 40 ans qui pouvait être impressionnant ou pour 2 pré-ados de sortir dans la cité. Et ensuite, quand j'ai vu que quand je bossais dans une agence de com chez Havas à l'époque quand j'étais jeune, que les jeunes mères de famille, elles étaient tout le temps en retard et tout le temps en train de courir, que leur pause déj c'était faire les courses, appeler l'orthodontiste, prendre des rendez-vous, manger un sandwich devant je sais pas quoi, pendant que les hommes avaient l'air de faire des déjeuners très longs et de pas avoir toutes ces responsabilités. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Je sais pas ce que c'est que le féminisme, mais je sais que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec leur paillasson ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Qui a dit ça ? Je crois que c'est Rebecca West, une féministe américaine, je ne suis pas certaine, il faudrait vérifier. Mais en fait, pour moi, ma ligne, c'est comment vous traitez les femmes qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que les hommes qui vont vous dire « Je suis quelqu'un de très féministe ». Mon adjointe est très bien payée, je fais parfois la vaisselle pour ma femme, etc. J'ai 2 filles, alors ça, je supporte pas. Moi, je ne peux être que féministe, j'ai des filles. Non, en fait, ça fait pas tout un féministe. La question, c'est comment tu traites les femmes qui sont pas d'accord avec toi. Est-ce qu'un jour, tu considères que tu as traité une femme de salope parce que tu avais un point de vue que tu n'as pas à avoir sur sa vie privée ou personnelle ? Est-ce que quand une femme est pas d'accord avec toi, tu fais du mansplaining ? Est-ce que tu hausses la voix ? Est-ce que tu utilises des arguments d'autorité ? C'est ça qui fait dans votre quotidien de vous un féministe ou pas du tout. Et ça, tu t'en es rendu compte à quel âge ? À quel moment t'as pris conscience de c'est plus possible en fait ? Petit à petit, je me suis pas réveillée un matin en me disant yes, je suis féministe, mais comme je te le disais, des interrogations en fait au début sur le fait que moi j'ai à subir des choses en tant que fille que les autres n'ont pas à subir, puis une suite de harcèlement de rue, d'agressions sexuelles, de phénomènes dans lesquels je comprends qu'en fait il y a un genre qui est agressé et il y a un genre qui agresse. Alors je suis pas du tout anti-homme, etc. Mais en fait majoritairement en tant que fille, prendre le métro, aller dans la rue, marcher dans la rue toute seule, dans la tenue qu'on veut, à l'heure qu'on veut, etc. C'est déjà un acte courageux. J'ai pas envie d'être courageuse quand je vais dans la rue. Et est-ce que tu vas souvent, t'as des réunions de femmes, des groupes ? Très souvent. Ce midi, j'étais à un déjeuner avec Catherine Barba, qu'on salue, qu'on embrasse,
qu'on connaît bien chez Dior, c'était très sympa. Et moi, j'ai monté une ONG qui s'appelle Active, qui vise à faire éclore le débat sur la réussite des femmes, et notamment à trouver les prochaines patronnes du CAC 40. Parce que quand j'attendais ma fille, qui va avoir 17 ans bientôt. Waouh. Voilà. Mais t'es à quel âge, toi? 41, hein? Exactement. Je l'ai eu Dis jeune. donc, t'as eu jeune, ouais, génial. Voilà. Donc, quand j'attendais ma fille, il y avait 2 femmes patronnes du CAC 40. Aujourd'hui, il y en a 3. Ça veut dire qu'on en prend une en plus par génération. Donc, c'est-à-dire que quand nous serons grand-mères, nous aurons 4 femmes patronnes du CAC 40. Et quand je serai plus de ce monde ou arrière-grand-mère, 5 femmes sur 40. C'est pas assez. Et il y a vraiment une phrase que je déteste entendre, c'est « Non, mais j'aurais adoré nommer une femme. » Hélas, je n'en ai pas trouvé. Moi, j'en vois tout le temps des dirigeantes. Toi aussi, tu fais ton activité. Je suis sûre que tu vois tout le temps des femmes dirigeantes. Et on sait qu'elles ne sont pas plus stupides que les patrons actuels du CAC 40. Donc, elles ont tout à fait la possibilité de devenir patronne du CAC 40. Pourquoi elles ne le deviennent pas? Qu'est-ce qui fait que d'un point de vue systémique, en France, en 2024, une femme ne devient pas patronne du CAC 40? C'est pas juste une erreur. C'est pas un jour, il y en avait la moitié. Et puis finalement, on a un petit peu baissé. On est à 19 sur 40. On est à 3. C'est quoi la raison alors? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons systémiques. J'évoquais la question des violences sexistes et sexuelles. Moi, je pense que ça joue. Quand vous êtes victime de violences conjugales, que votre mari vous tabasse ou vous dénigre quand vous rentrez chez vous, c'est pas vrai qu'en arrivant, vous pouvez négocier de l'argent, les yeux dans les yeux avec votre patron. Il y a ce tabou des femmes avec les femmes ambitieuses, la réussite, les femmes et l'argent, qui font que même nous, on dénigre nos propres ambitions. On va pas les demander. Moi, je vois dans les femmes que j'accompagne, et ça m'intéresse de savoir si toi, c'est pareil, mais quand on les accompagne pour elles-mêmes, pour leur stratégie, si tu accompagnes un homme, tu vas lui proposer par exemple de faire un média, il va dire oui. Tu vas lui proposer d'écrire un livre, il va dire oui. Ou alors il va hésiter un peu, mais il va finir par te dire oui ou non. Une femme, elle va toujours faire valider. Elle va te dire, je dois en parler à... Il faut que j'en parle à mon cabinet, il faut que j'en parle à mon N+1, il faut que j'en parle à mon CEO, il faut que j'en parle à mon board. Elles ne prennent pas les décisions seules. Quand ça les concerne, elles, leur visibilité, j'ai l'impression que non. En tout cas, c'est le constat que je fais là depuis 9 mois que j'accompagne des dirigeantes. Et qu'il y a une tendance à se minimiser. Donc moi, je milite contre l'utilisation du terme « petit » chez les femmes. Je trouve qu'en tant que femme, on utilise tout le temps le mot « petit ». J'étais beaucoup jury. Un petit conseil à te demander. Ouais, j'ai une petite entreprise, j'ai un petit CV, j'ai une petite carte de visite, j'ai un petit projet, j'ai une petite équipe, j'ai un petit business plan. J'étais jury au prix HEC au féminin pendant quelques années et franchement, les femmes qui venaient pitcher, et après j'étais pareil dans la French Tech, les femmes qui venaient présenter leurs activités, je trouve qu'elles les minimisent. Un homme, même s'il est auto-entrepreneur, il va te dire qu'il est CEO. Je suis CEO. Ouais. Ah, c'est super, mais vous êtes combien? Je suis un. Je suis auto-entrepreneur. Et pourquoi pas? C'est formidable d'être auto-entrepreneur, mais ne dis pas que tu es CEO. Alors qu'une femme, elle va dire j'ai une petite équipe quand elle a 40 personnes. C'est fou ça. Mais ça vient d'où? Plein de choses. Tu as une sociologue qui s'appelle Marie Durubella qui a fait des études sur la prise de risque dans les cours de récré. C'est hyper intéressant. Elle te montre qu'on encourage les garçons à jouer au ballon, à faire des chasses au trésor, à bouger, à se battre peut-être, etc. Et que les filles, on les encourage à jouer à des choses qui sont définies même aujourd'hui. Alors à notre époque, ou mon époque en tout cas, c'était genre la marelle, l'élastique, donc c'est très défini dans l'espace. Et aujourd'hui, ça va être pareil, des jeux où tu regardes, où tu es observatrice de quelque chose, tu es spectatrice et tu es pas forcément celle qui prend le lead. Moi, ma fille cadette, c'est elle qui a 12 ans. J'arrête pas de lui dire parce qu'elle se faisait embêter par des garçons et je lui dis en fait, c'est une question d'intimidation. Si tu as l'air d'avoir peur, ils viendront te faire peur parce que ça leur fait plaisir, c'est pervers. Donc tu dois montrer que t'as pas peur. Et elle me dit que l'autre jour, il y a un garçon de 5e, elle est en 6e, qui l'a poussée dans la cour et je lui dis comment t'as réagi? Elle me dit qu'elle s'est mise devant lui, elle l'a fixé dans les yeux, elle a fait d'où tu me pousses? D'où tu me pousses? Et elle était hyper fière. Je lui ai dit bravo, c'est ça. Elle me dit, je lui dis il a fait quoi? Elle me dit il est parti. Je dis bien sûr, parce qu'en fait c'est la loi de la jungle. Si tu cries plus fort et que tu lui montres que t'as pas peur, il va pas te pousser, il viendra pas t'emmerder et personne viendra ensuite t'emmerder en fait. Donc c'est une question d'éducation et de l'école, quoi. Ouais, et puis de est-ce qu'on te dit de te laisser faire? Tu vois, dans King Kong Theory, Virginie Despentes dit à un moment que quand elle est violée pendant qu'elle fait du stop, elle en veut évidemment au violeur, mais elle dit aussi j'en veux à la société qui m'a appris à me laisser faire et à être fataliste. C'est pas les mots exacts qu'elle utilise, mais en gros le message c'est ça. Elle dit j'en veux à cette société qui m'a inculqué l'idée qu'un jour j'allais être violée et qu'en fait je pouvais pas me défendre, alors que qu'est-ce qui me dit que physiquement j'aurais pas eu la possibilité de me défendre? Et c'est vrai que ce truc qui crée l'état de sidération quand on vit une agression, du harcèlement, etc., c'est vrai pour les femmes et pour les hommes, mais je trouve que la société l'apprend vraiment aux femmes. On n'apprend pas un petit garçon, je reviens à mon exemple, un petit garçon dans la cour qui va pas se laisser faire et qui va dire à un autre élève d'où tu me pousses en le fixant et en ayant une posture intimidante, je pense qu'on va rien lui dire. Une fille qui fait ça, on va lui dire que c'est mal poli, que c'est pas élégant ou qu'elle est violente alors qu'elle ne l'est pas. Elle se défend simplement en défendant son territoire. Donc, je pense que c'est quelque chose de très systémique, en fait. Marlène, c'est pas possible. Normalement, la première question, c'est pas celle-là. Pardon. Alors, non, c'est moi. La première question, c'est mon jeu préféré. C'est le jeu du tu préfères. Ok.
Donc, tu connais ce jeu. Ouais, bien sûr. T'es obligé de choisir. Ouais, mais je vais choisir. Ok. Je sais pas dans quoi je Ouais, m'engage. je sais pas dans quoi tu t'engages. C'est vrai que tu rigoles. Tu préfères avoir comme président de la République une femme sans casserole juridique Ouais, à la tête du RN ok. ou un homme condamné Ouais. pour agression sexuelle à la tête de ton parti? À la tête. Alors, hyper incroyable, hyper difficile de Hyper choisir. difficile. Alors, je ne veux pas avoir une présidente RN, quand bien même fût-elle une femme. Et pour moi, l'égalité femmes-hommes, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec toutes les femmes. Ça veut dire qu'on ne doit pas être sexiste avec les femmes. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris la défense de Marine Le Pen, mais aussi de Sarah Knafo, de Reconquête, Éric Zemmour, etc. Je pense qu'il n'y a pas plus opposé politiquement que nous deux. Mais pour autant, je considère que en fait, le sexisme, c'est une histoire de principe. Donc, soit c'est interdit pour tout le monde, soit c'est permis pour personne, et vice-versa. Et en revanche, moi, je ne resterai pas dans un parti qui est représenté par quelqu'un qui est condamné pour agression sexuelle. Donc, ça ne peut pas être mon parti. En fait, l'équation de base est... Et donc, il faut que tu choisisses. Ben, là, je ne peux pas. Parce que, en fait, l'équation de base ne va pas. Ça ne peut pas être mon parti. Mais tu prendras lequel? Ben, j'en prendrai pas. Mais t'es obligée de choisir, Marlène. Non, C'est mais sinon je tu meurs. Si choisirai tu ne pas. choisis pas, tu meurs. Ben, je préfère mourir. Non. Ben, je suis une personne un peu radicale. Mon père est lambertiste, trotskiste, voilà, j'ai corse. Tu j'ai une préfères éducation un peu mourir. radicale. Ah bah bien sûr. Enfin, vivre libre ou mourir, c'est un principe de base des Vraiment. révolutionnaires. Tu bien sûr. tires une balle? Ben, je me tire pas une balle. Ben, j'attends qu'on vienne me tuer, puis je dirai Ah ouais, d'où tu voilà. me pousses, d'où tu me pousses. D'accord. Donc, mais c'est difficile, mais parce que quand même, Marlène, il y a un moment, t'es quand même repartie avec Darmanin, Ouais. Il a été condamné pour quoi, Darmanin? pas condamné, mais Ah ouais. inculpé Non mais c'est... en présomption d'innocence. Pardon, c'est pas présomption d'innocence. Il y a eu 3 procès, il a été innocenté lors des 3 procès. C'est pas la même Donc chose. Darmanin, donc si c'est Darmanin là qui devient président de la République, pas de problème. Moi, je vote pour Darmanin dès demain. Mais Darmanin a Ah été ouais innocenté par la justice. Vraiment, les coupables et les innocents, c'est pas la même chose. On peut pas dire qu'on est contre le RN parce qu'on défend l'état de droit, les institutions, la justice, etc. Et quand la justice passe et qu'on n'est pas d'accord parce qu'il a été inculpé, je suis pas du tout sûre qu'il ait été inculpé, by the way, mais à vérifier, que ça marche Inculpé, pas. c'est accusé. Il a été... Bon, en tout, Ouais. je suis moins bonne. Non mais parce que j'ai vu mon avocat juste avant de venir. Ah bah Il- voilà, tu vois, écoute, il m'a c'est donné pourquoi ce mon petit langage. discours juridique. Voilà. Mais non, enfin, il a été innocenté pour le coup à 3 reprises. Je veux dire, c'est allé jusqu'à la cassation. Donc moi, j'ai aucun sujet. Je voterai Darmanin avec grand plaisir. Et je laisse pas dire que Darmanin est quelqu'un qui a été condamné pour violence sexuelle. C'est pas le cas. Non, non, s'il a pas été je pense condamné, pas il a pas qu'il été soit auteur de violence sexuelle du tout. Ok. Comment la politique a transformé ta vie? De 2000 manières. Est-ce qu'on a 8 ans de thérapie devant nous? Non. Non. Très positivement parce qu'elle m'a permis de m'engager. J'étais candidate à 18 ans pour la première fois sur une liste associative à Paris. Ensuite, j'ai été élue locale à l'âge de 29 ans, je crois. Puis j'étais ministre à 30 ans et quelques. Donc, ça m'a permis de Tu porter voulais faire des ça engagements. Non, j'aurais jamais imaginé que j'allais devenir ministre. Enfin, d'ailleurs, je pense que si on avait fait rentrer quelqu'un dans une classe quand j'étais à l'école primaire et qu'on aurait dit trouve les 3 qui seront ministres, j'aurais été la dernière qu'on aurait choisie. Pourquoi? Bah, moi, je vivais dans une cité à Belleville avec ma mère. On était les 3 enfants dans la même chambre. Après, je vivais dans une famille monoparentale avec juste mon père et puis avec ma mère. C'était hyper compliqué. Je séchais les cours tout le temps. Je vivais des choses assez difficiles. Enfin, j'ai pas fait d'études ensuite. Je les ai fait ensuite en cours du soir, en rattrapage. Je suis allée jusqu'au master. C'était encore plus dur. J'ai monté ma boîte parce que j'avais pas d'autre solution. En fait, j'étais chez Ava, je suis partie quand j'ai eu ma fille. Parce qu'en fait, c'était très loin de chez moi. Je comprenais que j'allais pas réussir à travailler et m'occuper de ma fille. Donc, je me suis Tu dit... t'avais pas un mari? Si, mais je pense qu'il allait pas réussir non plus d'une part. Et d'autre part, moi, j'avais envie d'être avec ma fille, en fait. Je suis féministe, mais je trouve que je voyais pas ça comme un engagement féministe de me dire je laisse mon bébé de 2 mois et je la vois pas, tant pis, je rentrerai à 20h. C'était pas pour ça que j'avais fait un enfant. Et Donc, comment t'as réussi à devenir ministre? Tu crois que c'est quoi? Bah, le travail, honnêtement, voilà. Le talent, c'est 1% d'inspiration, 20, pardon, j'arrive plus à dire des chiffres. Je suis vraiment fatiguée, j'ai plus de voix. Il y a 99% de transpiration
et 1% d'inspiration. Donc le travail, moi pendant la campagne, j'ai fait des notes sans cesse, j'étais dans la commission d'investiture, je me levais à 5h pour aller coller. Je pense que j'ai énormément de défauts, mais j'ai quelques qualités qui m'ont permis de devenir ministre. 1, la loyauté. 2, la capacité de travail. J'ai une énergie, une capacité à travailler sans m'arrêter, sans relâche et sans rien lâcher. 3, je pense que j'ai beaucoup d'idées. Je suis une personne extrêmement créative, j'ai 30 idées par jour. Donc quand tu es candidat et que tu as quelqu'un qui t'apporte plein d'idées en disant on pourrait faire ça, etc. Ensuite, j'ai quand même bossé le sujet de l'égalité femmes-hommes pendant des années. J'ai écrit un livre sur le plafond de mer, j'ai théorisé ce concept, j'ai écrit le premier livre de France sur la culture du viol, j'ai été experte pour la Fondation Jean Jaurès, j'étais maire adjointe sur ce sujet. Mais t'as eu le temps de faire ça comment, quand, plus avec ta fille? Il y a plein de choses que je faisais pas. Moi, j'ai pas fait les soirées, j'ai dû aller en boîte 3 fois dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Je sortais pas, je fais pas de jardinage, je fais manifestement pas de sport. Voilà, c'est des arbitrages. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à la salle de sport, qui sont extrêmement musclés, prêts à faire les JO et compagnie, parce qu'ils ont passé plein d'heures à faire ça. Moi, c'est pas mon cas. Les plantes meurent chez moi parce que je ne prends pas le temps de m'en occuper. C'est pas un statement de ma part, mais voilà, je déteste faire du shopping. C'est une perte de temps terrible. Je dors pas beaucoup. Voilà, je dis pas que tout ça soit des choses à faire. C'est pas des conseils que je donne, mais en tout cas, c'est mon mode de vie. Parce que t'aimes bosser. T'aimes apprendre. J'aime ce que je fais. En fait, je travaille pas à la mine. Donc oui, j'aime étudier les mouvements féministes. J'aime étudier la vie politique. Juste avant qu'on prenne l'antenne, je regardais les derniers sondages. Je pense que je connais tous les résultats des derniers sondages. Je fais des analyses. Voilà, et j'aime la communication. J'aime communiquer. J'aime savoir comment on parle aux gens. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'émerger, je pense, dans le milieu politique. C'est d'aller parler aux gens, d'aller parler partout. J'ai peur d'aucun débat. J'ai un peu de courage aussi et ça peut être utile. C'est facile de devenir ministre? C'est plus facile de devenir ministre que d'élever des enfants, par exemple. Et tout le monde peut devenir ministre? Tout le monde devrait pouvoir devenir ministre. C'est pas le cas en réalité. Parce qu'en réalité, tu es nommé ministre parce qu'il y a quelqu'un qui te nomme. Donc, il faut avoir été identifié. Donc, soit identifié dans ton milieu, soit identifié dans les partis politiques. Parce qu'il faut aussi pouvoir avoir le temps. Donc, moi, j'ai été déjà maire adjointe, j'ai été soutenue et j'ai fait le choix d'aller voir mon banquier et lui dire j'ai besoin d'un prêt consommation parce que je vais faire de la politique. Là, je vais m'engager pour le ministre de l'économie et des finances qui crée son parti, Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire que je vais arrêter de bosser pour mon agence. Et donc, je vais faire de la politique. Mais t'es pas rémunérée? Ah bah non, t'es militante, t'es bénévole. Rien. Et mon banquier a eu la gentillesse de me dire moi je crois en vous, je pense que ça va marcher et je vous donne une autorisation de découvert avec une exonération exceptionnelle d'agio et un crédit à la conso pour vos mois de campagne. Un banquier ou une banquière? Un banquier homme, plus âgé, voilà. Et c'est le premier qui m'a envoyé un mail de félicitations quand j'étais nommée au gouvernement. Et est-ce qu'il faut jouer des coudes? Est-ce que c'est vraiment... Alors moi, je refuse tous les sujets de quand on essaye, mais même dans le monde professionnel, de monter les uns contre les autres, etc. Moi, ce qui m'intéresse, mon principal adversaire, c'est moi-même. J'essaye d'être meilleure que moi, je suis très critique envers moi-même. Les gens pensent qu'ils me critiquent sur les réseaux sociaux, mais vous ne serez jamais aussi critique que je le suis moi envers moi-même. Donc j'essaie de me remettre en cause, c'est pour ça que je fais tout le temps plein de formations, j'essaie d'apprendre, de voir des gens, de m'ouvrir. Voilà. Et la critique, elle te touche? Honnêtement, non. Vraiment pas du tout. Non, et je pense que c'est une de mes forces, c'est que ça m'est égal. Il y a plein de gens en ce moment, tu vois, tu leur demandes de prendre position, tu leur dis est-ce que on a une pétition qui tourne en disant est-ce que vous pouvez prendre position contre les extrêmes ou au moins contre le Rassemblement national, etc. Plein de gens qui disent non mais je veux pas, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas envie de m'afficher, etc. En fait, pourquoi? Je sais pas, j'imagine de se dire que si le RN arrive au pouvoir, faut pas être fâché avec le nouveau gouvernement qui va arriver. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour des gens qui ont des convictions, qui sont des convictions opposées aux miennes, plutôt que pour les gens qui ont des convictions à géométrie variable. Les gens qui, en 2017, te disaient « J'adore Macron, est-ce que je pourrais avoir un selfie avec lui ?» et qui, aujourd'hui, disent « Ah non, mais je l'ai à peine connu, moi, j'y ai jamais vraiment cru. » Voilà, je trouve que le manque de constance, c'est quand même un peu problématique. Les gens un peu tièdes, quoi. Oui, ou au-delà de tiède, parce que je peux comprendre aussi les gens qui disent j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, ou je suis en colère, tout ça je le comprends. Ce que je comprends pas, c'est le manque de courage en fait, et le manque de courage finalement, et d'oser se faire des amis. Mais c'est sûr que si tu veux pas te faire des amis, il faut pas faire de politique. Et toi, t'en as rien à faire? Ah non, vraiment, moi, les critiques qui me touchent, c'est celles de mes famille, parents, mes enfants, voilà. Et mon père, avec qui je suis en vrai désaccord politique, qui vient de recevoir le prix de l'Académie française pour son livre Babeuf. D'ailleurs, je le place au passage. Bravo. Petit placement de produit pour mon père. Bravo. Ouais, je suis très fière de lui. Sur Babeuf et le babouvisme, mon père, c'est un des historiens les plus
importants du monde sur la question du babouvisme. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est lié à la Révolution française. En gros, c'est le théoricien du bonheur commun, de l'égalité, etc. Gracchus Babeuf, de son petit nom. D'accord. Voilà. Et donc, avec mon père, je suis vraiment en désaccord. Néanmoins, mon père ne fait pas des critiques personnelles. C'est-à-dire, au contraire, il me dit que lui, il est favorable à ce que les gens choisissent. Le jour où on était à un repas de famille, il y avait ma fille qui a 17 ans, qui est donc hyper engagée politiquement, etc. Et je lui dis, t'essayes pas de la recruter. Et mon père me dit, non, moi, j'ai jamais essayé de recruter ma famille. J'essaye pas d'embrigader mes enfants, mes petits-enfants. Je partage ce que je crois. Et après, soit ils sont d'accord et à eux de faire la démarche, soit c'est pas le cas, mais je fais de la propagande. Pas de la propagande, mais je vais recruter, convaincre les gens à l'extérieur. Mais dans la famille, les gens sont libres, en fait. D'ailleurs, hier, j'ai fait un débat dans une radio et le mec en face de moi n'était pas d'accord avec moi et finit par me dire « Oui, alors vous devriez lire les travaux d'un excellent historien de gauche, lui, qui s'appelle Jean-Marc Schiappa. » Je dis « Alors, ce que vous faites, c'est... » Je te jure sur Sud Radio. Je dis « Ce que vous faites, c'est ultra patriarcal, en fait. Ça s'appelle un argument patriarcal. » Littéralement. Vous êtes en train de m'expliquer que parce que mon père dit autre chose, je dois être d'accord avec ce que dit mon père. Et que je n'ai pas le droit, moi, de parler. C'est-à-dire, vous essayez pas de me convaincre sur le fond, vous essayez de me convaincre par « Allez, rentre à la maison, sois d'accord avec ton père. » Je veux dire, même mon père ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça ? Je sais pas. Il a l'air d'un con, là. Un peu. D'accord. Voilà, on le salue. On le salue. Comment il s'appelle ? C'était le président du think tank Place de la République que j'ai découvert à cette occasion. D'accord. Mais qui était par ailleurs très sympathique et oui, qui avait sûr. l'air d'avoir beaucoup de convictions, mais j'ai pas apprécié cet argument-là. Je comprends. Et justement, quand Darmanin dit à Pauline de Malherbe, ça va bien se passer, ça... Mais t'as un petit truc avec Darmanin. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout, parce que c'était Darmanin. Non, mais pas du tout. Mais Darmanin. ça, en fait, c'est une phrase que le ça va bien se passer. Moi, c'est une phrase que j'utilise tous les jours en blague avec mes copains. D'accord. Quand Depuis on veut être ou avant depuis. Depuis, du genre, d'accord. ça va bien se passer. C'est une blague tellement on trouvait ça énorme. Quoi. D'accord. Ça t'a pas dérangé? En fait, non, mais je vais te dire, alors je vais faire la minute Gérald Darmanin et je te dis honnêtement ce que je pense. Et voilà, enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun intérêt à défendre Darmanin. Je le dis parce que je l'ai par honnêteté et amitié et parce que j'ai bossé 2 ans et demi avec lui. C'est l'un des seuls ministres qui a nommé des femmes enceintes dans son cabinet, qui a nommé une femme pour la première fois à la tête d'une des plus grandes administrations à Bercy, qui était enceinte aussi, qui a porté le plan de féminisation des préfètes. Je veux dire, sur la question de l'égalité femmes-hommes, en fait, il est complètement engagé. Si on regarde les bilans factuel entre ceux qui ont fait des grands discours et ceux qui ont fait des choses, en fait, Gérald Darmanin, il a vraiment fait des choses pour la féminisation, y compris sur la formation des policiers. Il a été intraitable, il a viré les policiers condamnés pour violence conjugale des commissariats, enfin, il a vraiment agi. Donc, l'image qui renvoie, mais là, tu as un sujet de communication pour toi qui aide les entreprises à devenir des marques. Comment tu fais quand, en fait, l'image qu'on peut te coller ou que tu renvoies ne correspond pas à ta réalité, mais l'image est là. Donc comment tu fais pour expliquer que la réalité est plus importante que l'image? Oui, mais là c'est pas une image, là c'est un comportement de dire ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça se bosse quoi. Enfin, bien sûr, mais je veux dire, moi j'ai fait, je pense, 5 plateaux par semaine en moyenne pendant 7 ans. Ouais. Je pense que j'ai fait, allez, on va dire 10 erreurs. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Honnêtement, je pense que j'en ai pas fait plus de 10, mais sauf que les 10, elles ont été hyper visibles. Parce que quand tu fais plein de plateaux, tu t'es couché à 3h parce que tu as vu une urgence, tu t'es levé à 4h. Parfois, tu dis un mot pour un autre. Moi, une fois, je me retrouve face à une journaliste, elle me pose une question qui me saoule et on s'était mis d'accord pour qu'elle me pose pas cette question et je lui dis la réaction la plus débile que tu peux avoir. Non, mais on s'était mis d'accord qu'on ne s'est posé pas cette question. Il était tôt, j'étais crevée, j'étais gavée par le manque d'honnêteté. Et voilà, et en fait, j'aurais absolument pas dû répondre ça. Enfin voilà, ça m'est arrivé de faire des réponses. Et en même temps, la nana, elle te dit qu'elle ne le posera pas, elle est pas honnête, elle te la pose, tu as envie de la remettre dans ses... Oui, voilà, mais en fait, c'était pas intelligent de ma part comme réponse, mais peu importe, voilà. Ça, on t'en reparle de trucs comme ça? Non, jamais. En fait, comme je te dis, c'est moi qui m'en parle. Oui. Mais moi, quand j'ai rencontré mon compagnon avec qui je suis depuis 1 an et demi à peu près, je lui ai dit, mais tu sais, moi j'ai tout le temps plein de polémiques et tout. Il m'a dit, non, pas tant que ça. Je lui ai dit, allô, enfin, tu vis dans une grotte, évidemment, one day, one drama. Est-ce que t'as pas entendu parler de ça? Il me dit, franchement, vaguement, mais on s'en fout en fait. Il me dit, toi, t'es dedans parce que t'es dans les chaînes d'infos, les trucs, tout le monde s'envoie les offs, les captures des articles et tout. Toi, t'es dedans. Mais la plupart des gens ne se souviennent pas du moindre truc dont tu parles. Non, on se souvient quand même de ta couverture dans Playboy. Oui, heureusement. J'espère qu'on s'en souvient. Alors ça, on t'a contacté ou t'as contacté? On m'a contacté quand j'étais au ministère de l'Intérieur et j'avais très envie de le faire. Mon cabinet m'a dissuadé de le faire et Gérald
Darmanin m'a dit, je lui ai demandé son avis, il m'a dit écoute. Ah, tu vois, t'as demandé son avis, comme les femmes qui demandent. Exactement. Ah non, mais moi, je fais tout ce que je déplore chez les autres femmes, soyons très clairs. Encore ce midi, j'ai dit à une fille, j'ai monté une petite ONG. Et en le disant, j'avais envie de me mettre des claques. Petite. Je lui ai dit, je fais ce que je dénonce chez les autres femmes. Je ne négocie jamais pour moi-même. Si tu me dis, est-ce que tu veux venir faire ça ? Oui, alors du coup, c'est quoi le tarif ? On n'a pas vraiment réfléchi. C'est pas grave, je serai bénévole. Combien de fois je dis ça et je me reprends en me disant... en fait, non, il n'y a pas de raison. Et pour les autres femmes, je leur dis, rajoutez 3 zéros, votre valeur vaut quelque chose, etc. C'est toujours plus facile pour les autres que pour soi. Exactement, c'est les cordonniers mal chaussés. Oui. Donc, j'ai demandé son avis à Gérald Darmanin, qui m'a dit, écoute, franchement, je pense que c'est pas le moment. On est au ministère de l'Intérieur, on gère des crises, il y a des drames, il y a des morts, des suicides de policiers, des choses terribles. Je pense que c'est pas le moment, ça va apparaître comme trop en décalage. Donc j'ai renoncé au projet. Ensuite, je suis sortie du gouvernement et là, j'ai dit, ok, je vais le faire. Donc t'as rappelé ? Ils m'ont rappelé, parce qu'ils me rappelaient régulièrement par l'intermédiaire de Yenad, mon conseiller, qu'on embrasse. Et du coup, j'ai dit, ok, allons-y, faisons-le. Entre-temps, je suis revenue au gouvernement, mais j'ai quand même voulu le faire. Voilà, et pour moi, c'était, je te dis tout à l'heure, pour moi, je vais parler à tout le monde. Je suis allée faire un débat chez Valeurs Actuelles à la Convention des droites pour défendre l'accueil des Ukrainiens. Je suis allée faire un débat chez LFI aux universités d'été pour défendre la laïcité et la République. Ils étaient des centaines. Pendant que je parlais, ils se sont tous mis à chanter « On est là, même si Macron le veut pas, on est là. » Après, même si Chiappa le veut pas, on est là. Ils étaient tous debout pour m'impressionner. J'ai fait ce que je dis à ma fille de faire quand je lui dis de dire aux autres « Tu me pousses pas ». Je me suis levée, j'ai pris mon micro, j'ai attendu qu'ils aient fini de chanter. J'ai dit « Vous êtes là. Je vous en remercie, moi aussi je suis là. Et il n'y a pas un de vous qui me fait peur. Donc si ça vous dérange pas, je vais terminer mon débat et vous allez m'écouter. » Et je me suis rassise et là ils m'ont applaudi. Parce qu'ils ont applaudi, je pense, le courage de se dire, en fait, je n'ai pas peur de vous, je suis là et je suis prête à débattre du fond et des idées. Et donc, aller dans Playboy, c'était aussi aller là où il faut parler de consentement, de droits des femmes, de liberté, de droit à disposer de son corps. Si c'est n'en parler que dans les émissions sur le genre sur France Inter, je veux bien, j'adore, ça me fait très plaisir d'être invitée. Mais en fait, je vais parler à des gens qui sont déjà convaincus de ce sujet, qui ne vont rien apprendre. Oui, mais les lecteurs de Playboy, c'est essentiellement des hommes qui, quand ils regardent Playboy... Justement. Oui, mais... Justement, c'est à eux qu'il faut parler. Si, moi, je ne peux pas faire un groupe de parole de victimes de violences sexuelles. Hein. Je veux aller au-delà pour convaincre. J'essaye d'expliquer ce qu'on a fait, d'expliquer qu'il y a des lois, d'expliquer que le harcèlement de rue, ça n'est pas possible. Et puis derrière, il y a aussi un sujet de liberté des femmes et de droit des femmes à disposer de leur corps et à faire ce qu'elles veulent et de dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Pour moi, c'est faire une OPA sur un truc en disant « Vous pensez que c'est un truc entre mecs ? Non, coucou, la féministe de service, je suis là quand même. Et je suis là jusque dans votre journal pour vous parler. » Oui, mais de toute façon, il n'y a que des femmes sur ces couvertures de Playboy. Oui, mais il n'y a pas habituellement des activistes féministes ou en des politique qui viennent porter ce sujet. Et d'ailleurs, chez les politiques, moi j'ai reçu un message de Carla Bruni qui a été en couve de Playboy, qui m'a envoyé un message de soutien. Oui, mais Carla Bruni était en couve de Playboy, c'est une ancienne mannequin, bon. Ok, j'ai reçu un message de Thierry Breton qui m'a montré son ancien Playboy en me disant, voilà où j'étais. Mitterrand était dans Playboy. Voilà où j'étais, c'est-à-dire Thierry Breton, il était à poil dans Playboy. Il n'était pas à poil, mais j'étais pas à poil non plus. Non, enfin, il était dénudé. Non, mais j'avais une robe longue, j'étais pas dénudée, et Thierry Breton n'était pas dénudé non plus, mais il a fait 4 pages dans Playboy, dans laquelle il expliquait son nouveau livre qui venait de sortir. Enfin, la liste des personnalités politiques qui ont été dans Playboy, elle est extrêmement longue. Mais on a vu des photos de toi plus dénudée que dans une robe longue. Oui, ce sont des montages. Parce que moi, il y a 3 photos. Il y en a une où j'étais en robe longue, une blanche en couverture, une où j'étais en robe longue bleue avec un drapeau, et une où j'étais avec une robe blanche qui montait jusque-là et qui descendait aux genoux. Et donc, ces photos dénudées, c'est évidemment des montages. Je me dis pas que toi, tu penses que c'est des vraies photos. Sinon, on est vraiment... moi, je me fais bouffer par les médias, pareil. Je vois ça, parce qu'il y a eu plein de photomontages où je suis soi-disant les jambes écartées, en petite tenue, en culotte, etc. Ils m'ont fait beaucoup plus mince que je ne suis, donc ça permet de démontrer aux gens que c'est évidemment pas moi. Et ça te rend pas triste, ça te désole pas? Ça m'afflige, mais oui. Ça m'afflige, ça me rend pas triste. Non, j'ai d'autres motifs de tristesse dans la vie que ça. Mais ça me rend pas triste. Mais ça m'afflige pour... En fait, je me dis que... À certaines reprises, j'aborde des sujets et les sujets arrivent quelques années après dans le débat public. J'ai vu pour la culture du viol, pour le harcèlement de rue, pour la question de la laïcité, pour plein de sujets. Et je suis très convaincue que la question de la liberté des femmes à disposer de leur corps, elle ne se réduit pas à l'aspect contraceptif. Je pense qu'il y a un nœud de liberté publique pour les femmes dans la sexualité. D'ailleurs, quand en Iran ou en Afghanistan, dans des pays, tu es lapidé quand on estime que tu es adultère, il y a des pays où tu es en prison si tu as été violée, si tu es enceinte hors mariage, etc. J'estime que déclarer que les femmes ont le droit d'avoir une sexualité épanouie et de décider si elles se montrent en soutien-gorge ou pas, ce que je n'ai pas fait, mais je milite pour le droit de celles qui ont envie de le faire, c'est une déclaration politique.
Tu t'exprimes bien d'où, comme ça? Si t'as jamais fait d'études. Bah merci déjà. Non, mais c'est vrai. T'as un bon débit qui vient d'où? C'est de l'entraînement? Non, enfin, je te dis, moi j'ai grandi dans une famille politisée. Mon père était un militant, donc. Vous avez toujours débattu à table? Ouais, exactement, oui. Tout est des grandes objet conversations. de débat. Tout est objet de débat. Ma fille de 12 ans, elle débattait avec mon père de Israël et la Palestine. À 12 ans? Ouais, mon père disait Israël, enfin bref, je vais pas rapporter les propos, mais ma fille est en train de démontrer qu'Israël est un État qui a le droit de se défendre et tout à 12 ans. Je lui dis, mais où t'as entendu ça? Tu répètes un truc que t'as entendu là. Elle me dit, ah non, pas du tout, j'ai tout regardé, je me suis fait mon propre avis, je ne laisserai personne, enfin bref, voilà. C'est génial, t'es fière, hein? Ouais, je suis très contente. Ouais, c'est génial. Voilà, j'ai au moins ça. Elles rangent pas leur chambre, mais elles savent débattre. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de pas ranger sa chambre? Ça c'est dépend, chiant. quand c'est toi qui ranges, du coup. Ouais. Je range pas non plus, vas-y. Je vais donner des chiffres, tu vas me dire si ça te fait penser à quelque chose. Allez. 92,5%. La part de hommes patrons du CAC 40. Superbe. C'est pas ça le chiffre. 319? 319 Non. 3919 3919. Le numéro d'appel pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est toi qui l'as mis en place. Alors moi, j'ai permis de le financer et de le financer de façon pérenne et surtout de l'ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de le faire connaître. Toi qui es communicante aussi, quand je suis arrivée au gouvernement, je crois qu'il y a 7% de la population qui connaissait ce numéro. Et du coup, j'ai mis en place une grande campagne et un Grenelle des violences conjugales et j'ai voulu que tout le monde connaisse ce numéro. Et aujourd'hui, on est autour de 74% de la population qui connaît ce numéro de téléphone. De nom. Qui sait qu'il y a 3919, c'est les femmes, en gros. Et combien de personnes appellent? J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a ça augmente, beaucoup d'appels. Ouais, moi, ce que je veux après, c'est que c'est pas un numéro d'urgence. Donc moi, je veux que les gens surtout appellent la police, la gendarmerie. On a créé aussi une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et qui permet de signaler les violences aux policiers, aux gendarmes, aux psys, pour qu'ils puissent intervenir et in fine déposer des plaintes. Et tu as vu, il y a de plus en plus de bracelets anti-agression qui se lancent. Ouais. Et là, le 24 mai, il y a eu dans une émission une marque qui s'appelle My Ellie. C'est un joli bijou noir, bracelet, et que qui est connecté à ton téléphone, mais tu n'as pas besoin d'avoir ton téléphone allumé. Et hop, tu appuies si jamais, et puis ça envoie des textos, etc. Okay. Vous n'avez pas développé vous, avec le gouvernement, un truc un peu gratuit? Alors, il y a un bracelet anti-rapprochement que tu as sur... c'est pas un cadeau, mais qu'on met aux hommes sur décision de justice. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Après, oui, il y a plein de... Moi, je trouve ça super, plein d'applis, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est des applis, c'est des gens qui se font de l'argent. » Bah, très bien, si des femmes peuvent monter des business en plus, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et en plus, c'est utile. Donc moi, je suis tout à fait favorable à tous les dispositifs, tous les bracelets, tous les bijoux, toutes les applis qui permettent de recevoir de l'aide. Dès lors que c'est bien fait, bien sécurisé, je trouve ça très bien. Et il n'y a pas pour intention d'en créer un gratuit je sais pas, qui se vendent, je sais pas où, à la mairie. C'est l'appli dont je te parlais, en fait. C'est pas un bracelet, mais c'est la possibilité de contacter la police, la gendarmerie, c'est les services publics. Oui, mais c'est pas, je suis dans la rue, il y a un mec qui me suit, je flippe, boum, j'appuie, ça démarre, quoi. Et ça démarre, ça appellerait où? Et ça envoie un texto alors là, en l'occurrence, ça envoie un texto à 5 personnes. Tu peux choisir 5 de tes amis avec un texto prédéfini. Alors moi, je trouve que c'est bien que ce soit une initiative privée, parce que je trouve que si l'État faisait ça, on te dirait que c'est une démission de l'État de dire que c'est à tes amis d'assurer ta sécurité, alors que c'est normalement aux forces de l'ordre de le faire. 118. Pas 218. Ils ont été très forts, hein. Ouais. Non, 118. C'est pas un numéro européen Non, c'est 118 femmes tuées par leur conjoint en 2022. J'étais sur les numéros, ouais. Et en 2023-24, tu connais les chiffres? C'est malheureusement plus de féminicide? Non, parce qu'en fait, pour avoir les qualifications juridiques... Pardon, je suis un peu juriste aussi. Les qualifications juridiques de féminicide, tu dois attendre que les procès soient passés. Donc en général, les chiffres, entre guillemets, réels, on les a 2-3 ans après. Mais ça donne une, entre guillemets, tendance. Et après, il y a qu'est-ce que tu comptes dans les féminicides. Bon, la première fois que j'ai utilisé le mot féminicide, c'était après le meurtre d'Alexa Fouillot par Jonathan Daval. Et rappelle-toi, à l'époque, il y avait des bandeaux pour dire féminicide, Marlène Schiappa invente un mot. Qu'est-ce que c'est que ce truc de féministe et tout. En 2017, personne disait féminicide dans les médias. Disaient quoi? On disait crime passionnel, meurtre par conjoint. Le premier président de la République qui a dit le mot féminicide, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais en fait, tous ceux qui disent aujourd'hui, oui, Macron, les féminicides, c'est le premier qui a même posé les mots et rendu un hommage à l'Élysée, lancé une grande cause nationale, avec sûrement pas assez vite, sûrement tout ce qu'on veut, mais en tout cas, qui l'ait fait. Donc ce mot féminicide, on l'a popularisé, entre guillemets, pour qu'on l'utilise et qu'on mette les mots sur cette réalité. C'est beaucoup, 118.
c'est énorme, mais même si c'était 12, ce serait 12 de trop. Et après, la question, c'est comment tu empêches quelqu'un de tuer quand il est déterminé à tuer. Et c'est une question qui se pose pour les féminicides, mais pour tout le reste. J'ai vu que dernièrement, il y avait un homme qui avait justement un bracelet anti-rapprochement, qui avait commis un féminicide manifestement. Et on nous dit, oui, le bracelet n'empêche pas. Ben non, en fait, si là, tu as quelqu'un qui sort un couteau, qui est déterminé à tuer la personne, peu importe ce qui se passe. L'affaire de Chahinez à Mérignac, par exemple, où il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, mais au final, c'est un homme qui tire des balles dans les genoux de sa femme en pleine rue et qui l'immole. Quand tu as décidé de foutre le feu à ta femme dans la rue après lui avoir tiré dessus devant des centaines de témoins ou des dizaines, c'est que vraiment la prison ne te fait pas peur et que c'est pas un bracelet anti-rapprochement qui t'arrête. C'est ça la plus grande difficulté. Pareil, je te parlais d'Alexia Fouillot, Jonathan Daval n'avait apparemment jamais été violent physiquement avant, ou en tout cas on ne le savait pas. Elle n'avait jamais déposé de plainte. Comment la police aurait pu faire quoi que ce soit pour l'empêcher de commettre ce meurtre? Enfin là, en l'occurrence, le 24 juin dernier, donc hier à l'heure où on enregistre, il y a une femme qui s'est plainte, t'as vu passer ça? Non. Une femme qui s'est plainte 3-4 fois de son ex-mari qui était dangereux, elle avait peur de lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis là, il l'a tué hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les plaintes n'ont pas été prises? Bah non, les plaintes n'avaient pas été prises. Non, mais ça, c'est inadmissible. C'est des dysfonctionnements gravissimes. Mais ça, j'ai l'impression que j'en entends tous les jours. J'ai porté plainte, mais en fait, on peut rien faire tant qu'il n'a pas fait ça. Alors, il y a une situation qui s'améliore quand même ces dernières années parce que tu avais avant des policiers qui n'étaient pas formés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ils le sont. Moi, j'ai mis en place avec des associations, avec une personne qui s'appelle Ernestine Ronet, qui est extrêmement experte de ces sujets, une grille d'évaluation du danger. Ce qui fait que maintenant, tu as des questions que le policier ou gendarme sont obligés de te poser quand tu viens déposer plainte sur ces sujets pour évaluer le danger. Parce qu'on sait que les femmes, quand elles portent plainte, et c'est normal, c'est extrêmement inconfortable déjà de raconter ce que tu as vécu à qui que ce soit, de surcroît dans un commissariat avec un uniforme. C'est pour ça qu'on a créé les plaintes hors les murs, les plaintes à l'hôpital, les plaintes chez un tiers, donc ton avocat, ton association, les plaintes en ligne, la plateforme dont je te parlais tout à l'heure, et le fait que les policiers sont formés et que tu peux être aujourd'hui accompagné. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de dysfonctionnements à travers le temps, et petit à petit, c'est des choses qui s'améliorent. La société est en train de progresser sur ces sujets, mais il faut rien laisser passer. Pour moi, un refus de plainte, c'est intolérable. C'est une faute gravissime qui peut mener à des conséquences mortelles pour cette femme. Après, je comprends que ce soit compliqué de... T'arrives, tu dis j'ai peur de mon mec ou de mon ancien mec. T'as peur, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, juste je le sens pas, j'ai peur. C'est vrai que je comprends. C'est pour ça qu'il faut documenter, voilà. Mais on le sait toutes, toutes les personnes qui ont vécu, femmes ou hommes, des agressions ou des violences ou même psychologiques, en fait, tu te déballes pas tout d'un coup. En général, tu évasives ou tu parles d'une claque. Le viol conjugal n'est rarement, c'est rarissime que le viol conjugal soit déclaré dans la plainte, parce qu'on va parler de violence en général, et puis il y a des choses qui sont humiliantes à raconter, qu'on a honte de les raconter, à tort parce qu'on n'a pas à avoir honte, mais on a ce sentiment, donc c'est comme ça, et donc on va minimiser ce qui s'est passé, donc la plainte sera moins qualifiée, donc après avec la justice ça sera extrêmement compliqué, et puis c'est vrai que les délais de la justice sont d'une lenteur qui est absolument affligeante. Moi parfois j'ai des victimes au téléphone ou des familles de victimes de violences sexuelles, je ne sais plus quoi leur dire. Quand ils me disent je vais prendre un fusil, je vais faire justice moi-même, à part appeler aux grands principes de la République, quand tes parents et que ton enfant a été violé, en fait les grands principes de la République, si tu veux, c'est pas ce qui te préoccupe là maintenant tout de suite. Et quand tu dis moi je fais confiance dans la justice de mon pays, je veux que la justice soit rendue, mais que ça fait 3 ans que tu attends ton procès, évidemment qu'il y a une colère et évidemment que je la partage. Et je comprends que tu prennes ton fusil et que tu lui tires dessus, quoi. Quatennens, avec sa gifle, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'il a appris Moi, je trouve que c'est évidemment lamentable. Je trouve que ce qui est lamentable, c'est le manque de cohérence de plus. D'oser dire, là, maintenant il s'est retiré, mais dire j'en appelle aux féministes pour me soutenir. Je veux dire, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est incroyable. Et en plus, si tu veux, j'aurais du respect pour lui s'il s'était retiré de sa candidature en disant j'ai compris que ce que j'ai fait était un extrêmement mauvais signal, que j'étais disqualifiée pour travailler sur le féminisme et sur les violences conjugales et donc je retire ma candidature en signe d'excuse et de soutien à toutes les femmes qui vivent ça, et je m'adresse à tous les hommes pour leur dire faites-vous soigner, arrêtez d'être violents, je sais pas, porter un discours, c'est pas moi de lui faire son discours, mais quelque chose de cet ordre-là. Et à la place il dit je veux pas nuire au nouveau Front populaire. Donc, je pense qu'elle a rien compris en fait à la portée de ce qu'il a fait et de ce que ça a produit, y compris chez les militantes qui sont sincères dans son propre parti et autour de lui. Moi, je suis entourée de gens qui ne pensent pas comme moi, mais un peu. Parmi mes meilleures amies, j'ai des militantes qui sont très engagées au Front populaire et certaines au Parti communiste ou à la NUPES et qui me disent en fait, ils ruinent notre travail, quoi. Ils sapent tout, quoi. Ouais. 94.
Non, je sais pas. 94% des prostituées sont des femmes. Ah ouais. Mais c'est vrai que j'entends parler que de femmes prostituées, moi. En effet. Je pense qu'il y a des hommes aussi, hein, comme. Oui, après, il y en a 6%. Je sais pas comment on sonde, je sais pas comment on fait le calcul, parce qu'il y a des réalités qui sont extrêmement différentes entre les différentes formes de prostitution. Mais c'est vrai que les victimes de la traite des êtres humains sont souvent des femmes. Voilà. Après, dans les violences sexistes et sexuelles, il y a aussi, j'en profite du sujet pour aborder le fait qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de ces violences. C'est un sujet doublement tabou. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'ai voulu parler des hommes victimes de viols et d'agressions sexuelles, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Et en fait, je n'ai pas trouvé d'hommes pour incarner ça. J'ai parlé avec des acteurs très connus, avec des personnalités médiatiques qui m'ont confié avoir vécu des viols ou des agressions sexuelles, et qui étaient partants pour faire une campagne et prendre la parole, et qui en fait m'ont dit qu'ils ne le sentaient pas. Et je ne les juge pas du tout. Hein. Enfin, vraiment, je ne suis pas du tout pour l'injonction à parler. Parce qu'ils ne veulent pas être victimisés ? Ils veulent pas être victimisés. Je pense que ça remet en cause un peu Ils estiment que certains remettraient en cause leur identité masculine. Ça touche à la virilité. Ça touche à est-ce que après tu es enfermé dans cette case-là et pas dans ce que tu fais en tant qu'artiste. Puis ça veut dire que tu dois expliquer à ta famille ce que tu as vécu aussi. C'est des choses... Et tu as rencontré des femmes agresseuses ? Non, mais eux, ils avaient été agressés par des hommes. Ah, en d'accord, l'occurrence, ok. je dis pas qu'il n'y ait pas de femmes agresseuses. Hein. Je dis D'accord. que là, pour ces cas-là, c'était des hommes. Ouais. 37,3%. Un quart de tâches ménagères, non ? Non, de femmes à l'Assemblée nationale. Ouais. Bah, ça a baissé en 2022. En 2027, on était en 2017. Décidément, les chiffres. En 2017, on était à une assemblée quasi paritaire. Ouais. Parce qu'on avait fait des investitures à 50-50 femmes-hommes sur les circonscriptions gagnables. Et pas, parce qu'habituellement, les partis mettent des femmes sur les circonscriptions qu'on va perdre pour pas payer l'amende. Okay. Et dire, on a mis 50% de femmes. Hein. Regarde, là où on n'a aucune chance de gagner, il y a une femme. Là aussi, il y a une femme. Par contre, tout ce qui est gagnable, c'est bien les apparatchiks du parti, les proches, les gens qui investissent, etc. Nous, on est allé chercher des femmes et du coup, on a féminisé à une quasi-parité, ce qui a donné ensuite l'éclosion de femmes politiques, comme la première femme présidente de l'Assemblée nationale, puis la première depuis 30 ans femme première ministre. Marlène, est-ce que tu vas revenir en politique un peu dure ? Moi, j'ai l'impression d'être jamais vraiment partie. Je suis toujours élue de Paris au Conseil régional d'Île-de-France. Je suis présidente d'une ONG, c'est une manière de faire de la politique. Dans mon activité professionnelle, j'accompagne aussi des entreprises engagées, des femmes dirigeantes. J'ai l'impression que c'est une action... Donc chez Tilder, tu fais quoi exactement ? Et ce que je te dis, c'est-à-dire on accompagne des dirigeants. Donc moi, j'accompagne beaucoup des femmes dirigeantes. Ouais. Et on accompagne des organisations sur leur système d'influence, leur communication, leurs affaires publiques, leur positionnement. En gros, on aide les dirigeants à trouver leur positionnement. Tu vois, toi, t'aides les entreprises à devenir des marques et nous, on aide les dirigeants à devenir des personnalités, en fait, des leaders de leur domaine et leur domaine de pensée, des gens incontournables, des experts, des références. Pour qu'ils prennent la parole dans les médias, etc. Exactement, et notamment sur les femmes, c'est ce qui m'intéresse le plus, de les pousser à prendre la parole ou de comprendre pourquoi elles ne veulent pas parfois prendre la parole. Et pourquoi elles ne veulent pas ? Et tu sais, j'ai fait une formation d'une journée qu'on a organisée là dernièrement avec des femmes dirigeantes et l'une d'elles, elle dit, moi je refuse absolument d'être visible. Elle était patronne d'une business unit chez LVMH, ensuite elle était patronne de sa boîte, enfin une femme incroyable. Et elle nous a confié lors de cette formation qu'elle a vécu quelque chose de très dramatique dans sa vie. Et je pense je parlais tout à l'heure, pardon, je construis mon discours, je parlais tout à l'heure du fait que les violences sexistes et sexuelles ont un impact sur la carrière des femmes. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point, quand une femme a été, par exemple, c'est pas beaucoup, mais il y en a, quand une femme a été, par exemple, kidnappée ou victime de violences fortes dans la rue, victime de harcèlement répété, à quel point ça l'impacte durablement. Et certaines femmes peuvent... Le trauma. Exactement, et certaines femmes peuvent déduire du fait qu'être visible, c'est être en danger. Quand tu as été visible dans la rue, tu as été agressée, ou quand tu as été visible chez toi, tu as été agressé, du coup, quand tu vas être visible dans les médias, tu vas être encore plus agressé. Et c'est vrai, honnêtement, que quand on voit, tu parlais des critiques, moi, j'ai plein de copines qui me disent, j'aime bien la politique, mais j'ai pas envie d'avoir 2500 notifs Twitter par jour pour me traiter de grosse salope, de pute à juif, pour avoir des montages où je suis à poil et que les gens pensent que c'est vrai ensuite, pour avoir des montages où on me fait dire des choses que j'ai pas dites, pour être accusée de choses que j'ai pas faites, pour qu'on me dise que je suis proche de gens dont je suis pas proche, et pour qu'on me blâme pour tout et rien de ce qui se passe dans le pays. Moi, j'ai un photomontage qui circule dans lequel on me fait dire je pense qu'on ne peut pas vivre décemment si on gagne moins de 5 000 € par mois.
Je n'ai jamais prononcé cette phrase. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Je ne pense pas à cette phrase. Je ne l'ai jamais dite. Mais il y a quelqu'un qui a fait un montage en mettant ma photo, la phrase entre guillemets, et un commentaire. Et c'est un montage bien fait, on peut y croire. Bah, bien sûr, mais n'importe qui peut croire à n'importe quel montage. Mais moi, parfois, je me fais avoir. Hein. Ça m'arrive de tu dis, voir. Merde, j'ai dit ça. Non, pas j'ai dit ça, mais je vois des citations de gens et je me dis, oh là là, mais c'est honteux ce qu'il a dit. Et après, je comprends que c'est un montage, que c'est une fake. Je te donne un exemple, Jordan Bardella qui bafouille tout à l'heure, et Dieu sait si je suis vraiment opposante au Rassemblement National, mais tu as une vidéo et on voit Jordan Bardella qui sait pas quoi répondre après une question, qui bafouille et qui regarde. Et je me dis, sur BF, avec Gilles... Dans sa conférence de presse, okay. Je me dis, il a pas l'air intelligent. Et en fait, je comprends qu'en fait, il prenait en note la totalité des questions qu'on lui posait et qu'il s'apprêtait à répondre donc à la totalité. Donc il notait, c'était pas une question-réponse. Et je me dis, je me suis fait avoir. Et en fait, j'ai envie de combattre Jordan Bardella et le RN, mais j'ai pas envie de les combattre avec des armes, des fakes, et avec des critiques personnelles, et avec des choses que je déplore. Je pense qu'il faut vraiment mettre les principes au-dessus de tout, et y compris sur ces sujets. Ok, donc en un mot, il nous reste 3 minutes. Un long mot, du coup. Un long mot, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes ? Vas-y. Moi, j'ai envie de dire aux femmes tu peux nous mettre en face cam. Je vais me mettre en face cam, mais j'ai extrêmement chaud. Il fait très chaud dans le studio. T'es parfaite, mais il fait chaud. Mais j'ai envie de dire aux femmes de bannir le mot petite de leur vocabulaire. Voilà, ce sera ça mon message. J'ai envie qu'elles se lèvent pour elles-mêmes et j'ai envie qu'elles revendiquent des choses pour elles-mêmes parce que les autres ne vont pas les en créditer. Qu'elles sortent du syndrome de Cendrillon ou syndrome de la bonne élève qui consiste à dire que tu penses que si tu laves très bien par terre et que tu fais bien ton travail, un jour un prince vient te dire Cendrillon, viens avec moi vivre dans mon château, ça n'arrivera pas. Donc je pense qu'il faut faire savoir ce que vous faites, travailler sur vous-même, défendre vos limites et parler positivement de ce que vous faites, sans dire que c'est un petit projet, mais en disant que c'est un magnifique projet, une très belle entreprise, une très belle équipe, un très beau CV, un business plan formidable et une carte de visite absolument incontournable que vous avez la chance de laisser à un partenaire qui va peut-être travailler avec vous après. Marlène, présidente! Allez, merci présidente Marlène. d'active en tout cas pour l'instant. Dernière question, est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte jamais ouais. Ou alors qu'il sorte, mais que personne ne l'écoute? Je préfère qu'il sorte, mais que personne ne l'écoute, parce que moi, je crois beaucoup à l'artiste critiqué durant son vivant, mais reconnu après sa mort. Donc, j'aurais l'espoir secret que dans très longtemps, quand l'intelligence artificielle fera les podcasts, dans 50 ans, des gens se diront « Regarde ce podcast que personne n'a jamais écouté, allons-y, écoutons-le. » Je sais pas comment s'appelleront les gens dans 50 ans. Et qui l'écoutent et qui se disent « Putain, c'est hyper intéressant, j'adore. » Merci Marlène. Avec plaisir, merci à vous.